sommes là pour participer à la deuxième journée des l'Union des ambassadeurs, qui aura pour thème l'investissement, le développement autour de la jeunesse et toutes les initiatives qui tournent autour de cela. Alors je vais laisser mon cher collègue Amadou Diawara présenter l'association. Merci d'avoir répondu à notre appel. L'Union des ambassadeurs, c'est un réseau de professionnels et d'entrepreneurs majoritairement constitué d'une jeunesse issue de l'immigration et de la diaspora. Et nous avons identifié tout au long de notre processus des obstacles, des pistes, des solutions que nous souhaitons creuser avec vous afin de permettre à notre tissu de petites entreprises, de start-up, de pouvoir passer à une échelle supérieure. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il est nécessaire qu'on échange ensemble pour voir comment on peut développer ce pays-là. Je pense que le nouveau Mali, ça se construit aussi avec la diaspora. Et l'Union des ambassadeurs, avec notre excellent président Diadier Soumaré, on essaye d'apporter notre contribution. La bancarisation de nos projets est souvent innovant. C'est très bien, moi j'aime bien cela parce qu'on a la chance d'avoir le directeur général de la Banque Atlantique qui d'ailleurs nous accompagne certaines de nos sociétés, comme le mien par exemple, depuis un certain moment, même si on trouve qu'ils sont timides, mais on a la chance de l'avoir, il va nous en parler un peu plus. Le partage de risques liés au financement de ces projets, donc on a le directeur général de l'API, M. Moussa Touré qui est là, avec qui il fait un excellent travail depuis plusieurs années, donc à chaque fois qu'il présente lors de nos initiatives. Mais aussi, on a la chance d'avoir aussi le brillant, on va dire l'excellent ministre qui va intervenir sur le panel d'après, M. Aruna Modibo Touré. On a le député également qui est là et on a aussi Ali Soumaré qui a également fait le déplacement pour venir soutenir ces journées-là. Une vision d'accompagnement de nos entreprises à plus long terme, les nouvelles relations économiques entre le Mali et l'Europe. Donc c'est bien que le député soit là, mais c'est bien également que Ali Soumaré également soit là. Mais aussi on a le CIEM qui est là avec Valérie, donc nous pensons que c'est intéressant. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est le fonds d'investissement qui est également présent aujourd'hui, parce que l'objectif, c'est aussi accompagner nos startups et poser la possibilité à plus de jeunes présents de la diaspora à venir investir. Panélistes et invités. Et également la mobilité sous-régionale et internationale de nos entreprises. La plupart d'entre nous ont commencé déjà, comme le président Diadier Soumaré est présent sur le Sénégal, moi je suis déjà présent sur le Mali et plusieurs continents. Et des institutions beaucoup proches de nos réalités, il va falloir qu'on discute de cela aujourd'hui. C'est là où on a l'excellent maître que je vais tout à l'heure introduire, qui va nous parler un peu, qui va titiller nos panélistes pour les pousser à savoir comment ils peuvent accompagner, comment l'API peut nous accompagner, et comment également le fonds d'investissement peut nous accompagner, mais comment les députés peuvent travailler pour faciliter cela éventuellement. La volonté pour nos entreprises d'être de pourvoyeurs d'emploi, je pense qu'aujourd'hui, l'Union des ambassadeurs, c'est ça aussi notre force. On est des chefs d'entrepreneurs, d'entreprises, mais on est aussi des consultants qui, chacun d'entre nous, apporte aussi son petit lot. Je pense qu'aujourd'hui, si je n'abuse pas, je ne sais pas si le président me dira que je tort ou pas, mais nous pensons aujourd'hui que l'Union des ambassadeurs, nous employons à peu près, on n'est pas loin des 1000 personnes si on regarde nos entreprises. Et ça, c'est un excellent chiffre aujourd'hui que nous avons pour notre contribution au Mali. Autant de questions que nous allons tenter d'aborder ce matin. Au nom de l'Union des ambassadeurs, je vous souhaite vraiment la bienvenue, mais sans oublier d'applaudir notre président Diadier, qui depuis plusieurs années déjà travaille pour que la diaspora soit réunie, pour que la diaspora également s'intéresse au Mali, parce que en fait, moi je fais le pari il y a 10 ans, et je crois que Diadier, bon, on est un peu le plus ancien aujourd'hui de l'Union des ambassadeurs qui ont fait ce pari d'être rentré. Ça a été difficile, mais aujourd'hui je pense qu'on arrive à s'en sortir, on s'en sort pas mal. Mais cela veut dire que la situation actuelle du pays fait qu'on a besoin de tous les citoyens, de tous les Maliens, de la diaspora et éventuellement, et nous pensons que l'aide publique au développement, elle n'est pas grand-chose face à l'apport de la diaspora, mais si la diaspora vient également travailler, créer l'emploi, ça peut être excellent. Et Diadier, tu peux te fier de toi. Bravo président, je pense qu'on peut l'applaudir un peu. Et un excellent travail. Et on va laisser la parole souvent, moi je vais laisser la parole à Maître Soukouna qui va un peu titiller nos panélistes pour qu'on ait un peu plus d'informations. Merci à vous et bienvenue. Chers invités, chers panélistes,
Nous remercions sincèrement pour l'honneur que vous nous faites aujourd'hui d'assister à ce panel qui portera sur les avantages et les carences de la politique d'investissement au Mali. Donc, à titre préliminaire, je vais faire une brève introduction du contexte avant d'inviter nos chers panélistes à nous rejoindre. Donc, pour situer le contexte, le Mali a enregistré une croissance du PIB de l'ordre de 5% durant ces dernières années. Malgré le contexte sécuritaire et politique que nous connaissons et les crises multiformes que nous traversons. Cette croissance prévue pour 2020 devait être de l'ordre de 4,9% selon la Banque mondiale et c'était sans compter sur la crise du Covid-19 qui va significativement réduire ses prévisions à la baisse. Donc pour parler du Mali, il faut savoir que le Mali est la troisième économie de l'UEMOA. Il occupe la 148e place sur 190 pays d'Afrique subsaharienne. Malgré les crises, le Mali fait preuve d'une résilience qui étonne plus d'un et c'est assez marrant qu'à chaque fois qu'il y a un événement ou en tout cas un bouleversement de l'actualité, on reçoit des appels de Paris et d'ailleurs en demandant « Ah, ben, c'est pas trop dur, ça va, vous tenez ?» Ben, on tient, on est là. Donc en ce qui concerne les investissements directs étrangers, ils ont été évalués à 265 milliards de francs CFA en 2019. Pourtant, l'investissement, à notre avis et à mon avis personnel, ne doit pas se résumer qu'à ceux venant de l'étranger. Il doit être porté par des acteurs locaux. Et le Mali dispose de pionniers dans le secteur de l'entrepreneuriat. Je cite, sans faire de jaloux, bien sûr, M. Moussadek Bali, qui sera parmi nous dans une heure, et aussi M. Djadji Sangaré, pour ne citer que cela. La diaspora aussi a une place à prendre. La diaspora ne doit pas rester en marge de cette dynamique d'investissement. Ce qui a suscité d'ailleurs l'excellente initiative, et on remercie encore Djadji et d'autres qui ont eu la brillante idée de fonder l'Union des ambassadeurs. Donc j'aimerais toucher un mot de la résilience qui est un peu le fil conducteur de nos journées annuelles. Preuve de résilience, s'investir au Mali. Donc la résilience n'est pas un vain mot ni un effet de mode. Cette résilience, nous la vivons au quotidien, nous apprenons à y faire et nous apprenons surtout à faire preuve d'anticipation. Donc pour échanger sur les avantages et carences de la politique d'investissement au Mali, je vais inviter nos brillants panélistes, Madame Yasmine Sissé, qui est vice-présidente de l'Union des ambassadeurs et chef d'entreprise responsable associatif. Ensuite, Monsieur Habib Bledou, directeur général de la Banque Atlantique Mali. Monsieur Moussa Touré, directeur général de l'Agence de promotion des investissements du Mali. Et Monsieur Tidjani Diala, directeur général adjoint du Fonds de garantie du secteur privé, pour débuter ces échanges. Merci à vous et bon panel. Et les résultats dont vous êtes particulièrement fiers, pour commencer. Bonjour tout le monde. Je voudrais d'abord féliciter l'Union des ambassadeurs. C'est un très beau nom. Et à chaque fois que je l'entends et que je le prononce, qu'à chaque fois il évoque beaucoup de choses. Et ça, c'est très intéressant. Pour ce qui me concerne, moi, l'API, déjà l'API, je pense que la plupart d'entre vous la connaissent. C'est l'Agence pour la promotion des investissements. Essentiellement, 3 grandes missions. Promouvoir la destination du Mali en tant qu'une destination propice à l'investissement. Accompagner les investisseurs dans leur démarche pour réaliser leurs projets. Et pour ça, nous disposons d'un certain nombre d'instruments, dont le plus connu est le guichet unique, qui s'occupe de la création d'entreprises, mais aussi des autorisations d'exercice pour les métiers réglementés et l'agrément des projets au code des investissements. Et notre mission, qui est peut-être la moins connue et qui reste totalement d'actualité dans le cas du Mali, c'est la promotion de l'image du pays lui-même. Donc nous sommes un pays qui traverse une grosse crise depuis 2012 déjà. Et inutile de dire que ça a un impact négatif sur l'image
sur son image. Et donc il est important vis-à-vis des investisseurs ou des potentiels investisseurs, mais non seulement les potentiels, mais même ceux qui sont déjà installés, de les rassurer et de travailler à lever cette mauvaise perception. Donc voilà vraiment les trois grands axes de notre métier. Donc j'ai la responsabilité depuis 2015 de coordonner cette mission et avec une équipe que j'ai fortement modifiée. Et justement, ça me permet d'attaquer le deuxième volet de votre question. Quand je suis arrivé à l'agence en février 2015, c'était une institution en crise qui comptait 6-7 mois de retard de salaire. Les meilleurs cadres, les meilleures compétences étaient partis, bien sûr. Et il n'y avait que l'activité de création d'entreprise qui résistait encore un peu. Et donc ma mission a été d'abord de restructurer l'agence. Et je vous assure que ça n'a pas été facile. J'ai fait un plan de restructuration que j'ai fait valider par le conseil d'administration pour 6 mois. Moi, je venais du privé. J'avais 20 ans de carrière dans le privé. Et c'était ma première expérience dans le public. Donc, je suis venu avec les méthodes d'une organisation internationale, avec ce qu'il y a à faire. Et donc, j'ai dit, voilà, 6 premiers mois, on va restructurer. On a fait une évaluation des ressources humaines. Sur 37 personnes qui ont été évaluées, seulement 7 avaient été jugées comme ayant les capacités et les compétences pour occuper leur poste à l'époque. Donc 7 sur 37, vous imaginez. Maintenant, j'ai dit au conseil d'administration, allez, les 7, on les garde. Les 30 qui restent, je vais en libérer 20. Je vais recruter 10 personnes et on va mieux travailler. On m'a dit, ouh, ça ne se passe pas comme ça au Mali. Bon, donc, de 6 mois, ça m'a pris 2 ans et demi. C'était donc le premier challenge. Et je suis, par contre, vraiment satisfait des résultats, grâce notamment au fait que, aujourd'hui, dans mon équipe, dont je suis très fier, le gros vient de la diaspora. Donc, pour moi, la diaspora, c'est cette première opportunité de donner des talents, de permettre à accéder à des compétences que nous n'avons pas forcément sur place, compte tenu de la crise de l'école malienne depuis 20 ans. Ça, c'est un premier résultat dont je suis fier, la restructuration de cette agence qui aujourd'hui a une meilleure notoriété, a une qualité de service. On peut toujours mieux faire et on y travaille, mais c'est déjà cela qui est gagné. D'autres avancées très intéressantes, c'est déjà au niveau même des chiffres, des résultats concrets. Je dirais en 2014, l'agence avait contribué à la création de moins de 4000 entreprises au Mali. L'année dernière, nous avons fait, donc au bout de 5 ans, plus de 17 000 entreprises. Nous avons créé plus de 17 000 entreprises. Donc, c'est quoi? Plus de 400% d'augmentation. Je pense que c'est le travail de l'équipe et c'est une satisfaction. La même chose au niveau des intentions d'investissement. Malgré la crise que notre pays connaît depuis 2012, encore une fois, en 2014, on était à moins de 60 milliards et 2017, qui a été notre année de meilleure performance jusque-là, on était à presque 170 milliards d'intentions d'investissement. Bon, c'est vrai que depuis 2018 et 2019, ça a baissé, fortement d'ailleurs, à cause de la recrudescence des questions sécuritaires et les autres problèmes que le pays connaît. Et puis la dernière chose, en termes de résultats dont nous sommes fiers, c'est que notre agence a été désignée en 2017 et 2019 comme la meilleure agence de l'Afrique subsaharienne par l'AIM, l'Annual Investment Meeting de Dubaï. Donc on a reçu ce prix-là 2 années, 2017 et 2019, pour la qualité de notre stratégie de promotion du Mali. Donc ça, ce sont des résultats, mais nous savons que nous pouvons faire beaucoup plus et nous sommes engagés dans ce sens-là. Merci. Merci. Merci beaucoup sur tous les slogans et qui reflètent votre dynamisme et celui de votre effectif. Vous avez parlé de diaspora. Qu'est-ce que vous pensez
comment se matérialise aujourd'hui l'impact de ce phénomène de répatriation sur l'économie malienne et comment l'API Mali contribue à accompagner cette dynamique? Comme je le disais, au-delà des réponses classiques que nous connaissons des bénéfices de la diaspora, c'est tout de suite, bien sûr, la manne financière, ainsi de suite. Mais pour moi, au-delà de cela, la diaspora, c'est d'abord une source de compétences. Encore une fois, notre école est en crise depuis 20 ans, la formation professionnelle est en crise dans notre pays. Les résultats sont très en dessous de ce que non seulement est attendu, mais de ce que des besoins. Voilà. Les formations ne répondent pas forcément aux besoins du marché. Donc la diaspora permet de répondre à cela et assez rapidement. D'autant plus qu'il y a une culture du travail qui est développée. Et donc, ce que je dis, il nous faut une masse critique pour vraiment changer les choses dans notre pays. Depuis presque 6 ans maintenant, je peux vous assurer que je souffre parce que je suis entouré d'une administration, d'un environnement qui ne se préoccupe pas du résultat, qui se préoccupe encore moins de la performance. Et ça, pour changer ça, je fonde beaucoup d'espoir sur cette nouvelle génération qui est là aujourd'hui et d'autres qui ne sont pas là, pour vraiment changer les choses, parce que notre pays doit changer, notre pays mérite que ça change. Donc ça, c'est vraiment un premier point important. Ce que nous faisons pour accompagner cela, c'est que nous essayons de nous inspirer des meilleures pratiques, de traduire dans la réalité la notion de qualité de service. Je pense qu'aujourd'hui, lorsque les usagers viennent à un pays, ils font face à une administration, parce que nous sommes quand même une structure de l'État, à une administration qui essaye d'être performante. On a encore beaucoup de possibilités de nous améliorer, mais je pense que par rapport à la moyenne, nous sommes quand même pas mal situés. Donc ça c'est un fait, et nous voulons renforcer le retour de la diaspora. Et pour ça, nous sommes en train de porter un plaidoyer pour que l'État puisse mettre en place des dispositifs qui inciteraient davantage cette diaspora, jeune, moins jeune. Juste un exemple pour finir. Dans une autre vie, avant un pays Mali, je voyageais beaucoup. Je voyage beaucoup d'ailleurs aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. Mais j'ai rencontré dans un grand hôtel de Dubaï un chef cuisinier malien. J'ai échangé avec lui. Il me dit, ça fait 15 ans que je travaille pour ce groupe et j'ai fait beaucoup de pays dans le monde. Et il y a quelques années, nous avons une grande chaîne hôtelière qui a ouvert au Mali. Nous sommes dans un grand hôtel. Ils ont besoin de chefs. Je suis sûr que si les outils étaient en place, ce Malien qui se balade à travers le monde adorerait retourner dans son pays, exercer le métier qu'il aime et dans des bonnes conditions. Et donc je pense que c'est cela que notre mission, c'est de pousser les autorités à mettre en place un environnement qui faciliterait ce retour-là. Et c'est pour moi un chantier qui en vaut la peine. Monsieur Soleil, merci. J'espère que vous serez entendu au plus haut niveau en tout cas. Je me tourne vers Mme Yasmine Sissé, qui est vice-présidente de l'Union des ambassadeurs et chef d'entreprise, responsable associatif, en tout cas multicasquette, qui se manifeste par son dynamisme. Je pense que c'est un peu le porte-voix sur ce panel de l'Union des ambassadeurs. Donc j'aimerais lui demander, basé sur son expérience personnelle et celle des membres de l'Union des ambassadeurs, quel est le poids, en tout cas, est-ce que le poids de la fiscalité et des charges sociales constitue aujourd'hui un frein à l'entrepreneuriat au Mali, particulièrement chez les jeunes? Alors, effectivement, je vais intervenir aujourd'hui un petit peu comme porte-parole des membres de l'Union des ambassadeurs. Alors, le poids de la fiscalité pour les entrepreneurs, je dirais qu'au Mali, ce n'est pas forcément un frein à l'entrepreneuriat directement, mais c'est par contre un frein à un entrepreneuriat formalisé,
un entrepreneuriat solidaire sur lequel on peut compter pour avoir des résultats, un impact réel sur le pays. Il y a un gros manque d'information et de communication autour de la fiscalité, ce qui fait que par exemple nous au niveau de nos membres, on a très souvent du mal à pousser les porteurs de projets à se formaliser dès le départ. Ils ont souvent l'impression malheureusement de se retrouver dans un piège. Notre rôle par exemple par rapport à ce volet de la fiscalité, c'est de leur expliquer qu'il faut se formaliser dès le départ, être en règle, c'est important pour le développement du pays, c'est important pour notre impact, c'est important d'exister. Ça impacte forcément aussi sur l'accès au financement, ça impacte forcément sur l'évolution et la progression de l'emploi au Mali. Donc je dirais que la fiscalité est peut-être un frein à un entrepreneuriat solidaire, mais pas forcément à l'entrepreneuriat tout court. Le Mali est quand même un pays où les gens entreprennent énormément. Tous les jours, chacun se lève, peu importe son domaine, son niveau de vie, son milieu social. Chacun se lève tous les matins pour aller chercher son argent pour manger le soir et le donner à sa famille. Donc c'est un pays qui, de fait, est très entrepreneur. La seule différence, c'est que quasiment la plupart des entreprises restent dans l'informel. Elles restent dans l'informel très longtemps, les petites entreprises aussi, parce qu'il y a quand même une certaine réticence par rapport à ça. Et les plus grandes, il y a de très grandes entreprises qui, elles, oui, sont formelles. Mais malheureusement, il y a un trop gros fossé entre les deux. Donc je dirais que c'est un frein à l'entrepreneuriat formel, mais pas forcément à l'entrepreneuriat tout court, parce que je pense que l'entrepreneuriat fait partie aujourd'hui de l'ADN malien. Le cœur du CIGE, pour ne pas dire le nerf de la guerre. Je me tourne vers M. Bildou, directeur général de la Banque informatique du Mali. J'aimerais savoir, en fait, en termes d'accès au financement, est-ce qu'il existe au sein de la Banque informatique du Mali des dispositifs ou produits dédiés à la diaspora? Déjà, merci de m'avoir invité pour être le porte-voix du secteur bancaire. En général, on est toujours la cible. Donc je vais essayer de sortir vivant de la salle. Bon, au niveau des offres sur la diaspora, c'est vrai que le Mali a cette chance d'avoir une diaspora très dynamique qui mobilise beaucoup de fonds dans des pays dans lesquels elle est installée. Aujourd'hui, les offres que la plupart du secteur bancaire et donc de la Banque atlantique sont plus orientées vers le volet particulier de la diaspora. À la réalité, c'est parce que c'était rare de voir des jeunes de la diaspora aussi revenir au pays pour entreprendre. Donc ça, c'est une nouvelle donne qui existe depuis quelques années maintenant. Donc les banques, bien entendu, essayent de suivre le mouvement. Au niveau de la Banque atlantique, nous n'avons pas encore d'offres spécifiques comme on ferait une offre pour un crédit immobilier pour quelqu'un de la diaspora. Nous n'avons pas encore une offre bien écrite pour dire si vous voulez entreprendre, ben voilà, vous venez, vous rentrez dans tel canevas, voilà. Donc c'est quelque chose qu'on va construire progressivement. En revanche, il existe des initiatives pour accompagner les jeunes de la diaspora. Nous, particulièrement, nous encourageons, nous soutenons le projet Diaspora Entrepreneurship. Et c'est une initiative qui permet chaque année de financer un entrepreneur donc qui remporte un concours. Donc plusieurs projets sont écrémés et donc le meilleur des dossiers est financé par la banque. Donc la dernière édition a eu lieu il y a quelques jours. Nous sommes engagés à financer donc une unité industrielle.
L'année dernière, nous avons financé 2 jeunes de la diaspora qui ont lancé une unité de santé qu'on appelle santé mobile. Voilà, donc c'est vraiment des sujets sur lesquels on aimerait poursuivre. Et même, hein, on dit qu'on finance l'entreprise qui remporte le concours, mais après, s'il y a d'autres projets qui nous ont plu et que les promoteurs décident de franchir le pas de la banque, nous sommes bien entendu prêts à regarder ces projets. En fait, à la réalité, pour nous, un jeune de la diaspora est aussi comme un entrepreneur local avec ses forces et ses faiblesses. Mais finalement, quand on regarde les handicaps hein, qu'un jeune entrepreneur aura sur son dossier, on a plus envie de dire que les jeunes de la diaspora, en moyenne, ont plus de force. Pourquoi? Parce qu'un des vrais freins à l'accès au financement, c'est le projet même. Les projets en général ne sont pas bien structurés, mais l'intérêt des jeunes de la diaspora, c'est qu'on sent qu'il y a quand même un degré de réflexion, de maturité des projets. Ils n'hésitent pas à se faire accompagner quand il le faut, donc pour avoir des projets un peu plus bancables. Après, il y a toujours hein, les handicaps classiques, les garanties, le capital initial, voilà. Donc autant de projets qu'on pourrait d'ailleurs adresser avec les partenaires. Merci M. Soukouna et d'abord toutes mes félicitations à l'Union des ambassadeurs pour l'organisation de cette journée et pour l'invitation. En réalité, je vous félicite. Je vous encourage également parce que c'est pas facile le retour au pays. Je me rappelle, jeune étudiant au Canada, j'ai des enseignants et des amis, à chaque fois que je leur disais que je rentrais au Mali, on me disait pour faire quoi. Et donc je suis sûr que vous avez dû être confronté à cela. Et donc il faut vraiment du courage pour le retour au pays et entreprendre dans des conditions souvent difficiles. Alors le fonds de garantie pour le secteur privé, effectivement, c'est une jeune institution. C'est une institution créée en 2014. C'est un établissement financier à caractère bancaire. On entend souvent parler d'institutions financières. Il y en a 17 au Mali. Il y a 14 banques et les restes, ce sont des institutions des institutions financières. L'avantage du fonds de garantie pour le secteur financier, pour le secteur privé du Mali, c'est que c'est vraiment une institution qui a l'agrément de la commission bancaire et dont la garantie financière est éligible. En fait, ça contribue vraiment à atténuer le risque pour les banques. Donc, le fonds de garantie pour le secteur privé a été créé en 2014 par les autorités maliennes à la demande du secteur privé malien. À la demande du secteur privé parce que les entreprises avaient beaucoup de mal. Il y a beaucoup d'entreprises, surtout naissantes, qui ont du mal à accéder au concours bancaire. Et donc, dans le but de faciliter cela, il a été prévu de créer un fonds d'investissement. Tout à l'heure, je pense qu'il y a une petite confusion. Nous, c'est le fonds de garantie. Le fonds d'investissement est en gestation. Notre volonté, c'est que ce fonds également voit le jour pour des prises de participation dans les entreprises naissantes et surtout les entreprises, surtout avec des promoteurs, les jeunes de la diaspora. Donc, ce que nous offrons comme service, en réalité, en 2018, nous avons reçu l'extension de l'agrément pour faire du financement direct. Cependant, en 2020, les autorités maliennes ont décidé, avec les partenaires techniques et financiers, évidemment avec une petite pression des banques également, pour que nous arrêtons le financement direct et que nous nous concentrons vraiment à notre cœur de métier qui est la garantie. Donc, à ce jour, nous faisons de la garantie. Sinon, dans le cadre de nos activités de financement, nous avons eu à faire du cofinancement avec les banques, à faire du financement direct.
Cependant, aujourd'hui, nous sommes recentrés sur notre cœur de métier qui demeure la garantie. Donc, ce que nous avons comme produit, effectivement, nous recevons des demandes des banques que nous encourageons. Et également, nous avons la garantie de portefeuille. Ça veut dire que nous donnons des lignes de garantie aux banques pour qu'elles puissent vraiment aller vite dans l'octroi de garantie. Voilà. Donc, aujourd'hui, notre but, en réalité, au niveau du fonds de garantie, c'est que ce fonds, il est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en réalité, j'ai fait une vingtaine d'années dans la banque commerciale. Et si au Mali, vraiment, les autorités monétaires, les autorités politiques ont pris la peine de créer ce fonds-là, c'est vraiment pour aider le secteur bancaire, aider les PME, c'est vrai, cependant, cela doit se faire à travers vraiment le système bancaire. Et donc, nous encourageons beaucoup et vivement les banques. Nous n'arrêtons pas de faire beaucoup de promotions auprès des banques. Nous pensons que c'est en train de prendre. Cependant, nous ne sommes pas encore à 25% de nos capacités. Donc, ça veut dire qu'il y a de la marge. Il y a de la marge et je pense que surtout pour les jeunes de la diaspora, nous allons être utiles. Nous pouvons être utiles. Nous avons reçu dans nos locaux plusieurs fois les membres de l'Union des ambassadeurs. C'est quelque chose qui nous intéresse parce qu'en fait, c'est une, on va dire, une population, dans notre peut-être jargon, en fait, qui a surtout besoin de garanties pour aller vers les banques. Nous savons très bien que dans notre zone monétaire, ce qui prime lorsqu'on va chercher un concours bancaire, c'est quand même l'hypothèque. C'est des TF, c'est les terrains qu'on va vous demander, c'est les maisons qu'on va vous demander. Et les jeunes issus de la diaspora n'ont pas forcément ça ici. Ils viennent quasiment les mains vides avec leurs projets. Cependant, nous sommes confiants, nous sommes assez confiants parce que nous savons également que les jeunes de la diaspora disposent d'expertise, ont des normes de qualité et savent travailler. Ça, nous le savons. Et nous sommes en train de réfléchir, pourquoi pas un partenariat. Monsieur le directeur général de la Banque Atlantique est là. Pourquoi pas un partenariat, voir comment on peut œuvrer ensemble. Et nous, pour nous, ça sera vraiment un plaisir et nous croyons vraiment aux jeunes de la diaspora. Merci beaucoup, M. Diarra. Madame Cissé, on vient de parler de fonds d'accompagnement des jeunes entreprises. Est-ce qu'il existe d'autres dispositifs d'accompagnement des entreprises qu'on adopte et quelles sont vos attentes vis-à-vis de ces entreprises, de ces fonds-là? Alors, comme le disait monsieur Diarra déjà, effectivement, depuis plusieurs mois, on est en discussion pour un partenariat. Et avec monsieur Blédou aussi, on a déjà amorcé des discussions pour des conventions avec l'Union des ambassadeurs qui nous permettraient de faciliter les accès aux fonds d'investissement ou de financement pour nos membres et tout simplement pour les membres de la diaspora ou les enfants issus de l'immigration. Alors pour ce qui concerne les dispositifs d'accompagnement des jeunes entreprises qui existent, il y a plutôt beaucoup de dispositifs qui existent pour les porteurs de projets et les jeunes entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on a tout un écosystème autour des différents programmes, projets, incubateurs, concours autour de l'entrepreneuriat. Mais je dirais que ça impacte plutôt sur la phase préliminaire des projets. C'est des dispositifs qui sont surtout destinés aux porteurs de projets et donc aux entrepreneurs en devenir. Je pense qu'il y a quand même une petite carence au niveau de tout cet écosystème sur l'accompagnement des jeunes entreprises qui sont déjà installées, déjà formalisées, qui ont besoin d'un coup de pouce pour passer à l'échelle supérieure, comme on le disait tout à l'heure, alors qu'en réalité, pour avoir un impact fort sur le développement, il faudrait qu'on puisse tous ensemble créer un tissu très dense de moyennes entreprises. Tous ces dispositifs-là, sur une phase préliminaire, sont très très importants. Ils permettent de nous aider tous les porteurs de projets, d'être sûrs de minimiser tous les risques, parce que le risque est quand même réel quand on entreprend, que ce soit pour le porteur de projet, pour les accompagnements, pour les financements. Une fois que cette phase est passée, il y a donc certaines structures. Le fonds de garantie du secteur privé a quand même plusieurs produits pour accompagner, par exemple, pour les garanties fournisseurs et ce genre de choses qui là impactent directement sur des jeunes entreprises qui existent déjà. Mais après, sur le reste, et sur tout le volet, et comme le disait le directeur de l'API tout à l'heure, il
y a un gros problème sur les résultats. Et donc c'est cette phase qui passe après la phase du porteur de projet. Et quand on passe sur quand on essaye de comptabiliser les résultats ou l'impact sur les jeunes entreprises, il y a une petite carence à ce niveau-là. D'ailleurs, nous, on essaye au sein de l'Union des ambassadeurs, à notre niveau, d'impacter, d'aider justement, de créer des débouchés pour nos membres, pour les entreprises, de voir comment est-ce qu'ils peuvent s'installer de manière beaucoup plus pérenne, comment est-ce qu'on peut constituer des conventions, comment on peut normaliser certains services, comme par exemple celui d'Adadia, par exemple, qui est là aujourd'hui, qui a un service de transport funéraire. Comment est-ce qu'on peut l'accompagner pour aller vers une formalisation, pour instaurer un minimum de normes et qu'il puisse être une référence qui encouragerait forcément tout le reste du tissu dans ce secteur-là à se mettre au niveau et à avoir un impact. Merci Madame Cissé. Je me tourne M. Touré. Il y a un certain sentiment de méfiance de la diaspora qui est certainement dû à des mauvaises expériences. Je donne un cas complètement fictif, rassurez-vous, ça ne m'est pas arrivé. Que je me retrouve demain à Bali et que je décide d'investir dans le secteur immobilier. Le premier qui me dit j'ai une parcelle qui est bien située à ACI 2000. Je fais le virement en toute naïveté, bien sûr, et je dis achète. Et je me rends compte en fait que la parcelle n'existe pas du tout. Donc ça peut créer une forme de repli sur soi. À votre niveau, au niveau de la pays, comment pensez-vous qu'on peut établir confiance en l'investissement de la diaspora? La question de la confiance dans un processus d'investissement est important parce que la décision d'investissement déjà repose sur la confiance en soi-même, la confiance à la destination de son investissement, que ce soit le pays, que ce soit l'idée même. Donc c'est un point très pertinent. Et c'est vrai que nous avons tous connaissance de beaucoup de mauvaises expériences. Je pense que notre rôle à API Mali, c'est justement essayer de donner le bon exemple. C'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de qualité de service. C'est un élément important, comme l'accès à l'information. Avant d'être dans cette position, je l'ai vécu moi-même par le passé, où j'étais obligé de prendre l'avion, si je n'étais pas au Mali à l'époque, venir pour avoir accès aux plus petits textes réglementaires d'un secteur d'activité. Et ça représente un coût et un frein à l'investissement incroyable. Donc je pense qu'il nous revient, nous, acteurs du public, d'œuvrer à ce que l'accès à l'information soit beaucoup plus facilité et que les informations qui existent, parce qu'elles sont là, elles existent, soient disponibles. Et nous avons une action proactive aussi de diffusion de ces informations auprès des potentiels entrepreneurs ou investisseurs. Je pense aussi, pour rétablir cette confiance, il y a aujourd'hui une demande de l'évolution de l'environnement, c'est la dématérialisation. Parce que la question de confiance est beaucoup liée aux questions de gouvernance. Et ce qui plombe notre administration, ce qui tue l'initiative ou qui fait peur, c'est tous ces points de contact qui sont des occasions de corruption, il faut dire les mots, de prélèvement de taxes, je ne peux même pas qualifier. Et donc, je pense qu'il faut travailler à enlever toutes ces interactions, en tout cas à chaque fois que c'est possible. Et nous sommes dans cette démarche pour le cas de l'API. Aujourd'hui, la procédure de création d'entreprise, par exemple, vous arrivez à l'agence, vous déposez votre dossier avec un seul niveau, on vous donne rendez-vous 3 jours après, vous revenez, vous retirez vos documents à ce même niveau. Donc vous n'avez plus à faire aux autres acteurs qui sont là pour contribuer à la création de votre entreprise. Ce n'était pas le cas avant. Tu faisais le tour avec ton dossier devant le monsieur des impôts, du tribunal de commerce et l'agent même de l'API. Aujourd'hui, c'est fini, c'est un seul point de contact. Mais mieux que ça, nous avons en interne
dématérialiser le processus et nous sommes à la phase test avec le tribunal de commerce qui est un acteur important et en dehors de l'API. Donc nous voulons qu'eux aussi rentrent dans cette danse-là, dans cette dynamique, pour que de leur bureau, ils traitent les dossiers qu'on leur transmet numériquement, ils nous retournent leur visa, ainsi de suite. Et je pense que ce sont ces initiatives qui vont permettre de rétablir la confiance. Et je pense aussi qu'il faut que nous simplifions les procédures administratives. Si je prends la procédure d'agrément au Code des investissements, il y a tellement de va-et-vient entre les différents acteurs, entre nous, les différents ministères, d'autres structures de l'État, que nous pouvons vraiment économiser beaucoup d'étapes. Mais pour ça, il faut une volonté politique et peut-être c'est la chose qui nous manque le moins aujourd'hui. Je rebondis sur vos propos concernant la dématérialisation. Je suis avocat d'affaires, donc il m'arrive souvent de faire des opérations de financement où une société malienne souhaite se faire financer, je donne un exemple fictif, par la Banque mondiale, et la Banque mondiale demande à la société en question de fournir un certificat de non-amortissement ou de non-gage de ses biens, parce qu'elle souhaite bien sûr obtenir des garanties sur les financements qu'elle accorde. Il se trouve qu'au niveau du tribunal de commerce aujourd'hui, le registre qui permet de vérifier si une société fait l'objet ou a déjà consenti les garanties est encore en temps libre en format papier, donc il faut tourner depuis la création de la société, depuis l'année de création de la société jusqu'à au jour de l'octroi de la garantie. Donc comment est-ce qu'on peut aller plus vite, parce que un acteur de la Banque mondiale qui est basé à Washington ou même à Paris, à qui on dit qu'on ne peut pas affirmer avec certitude que la société ne fait pas l'objet de garantie, c'est un peu difficile à comprendre. J'ai envie de dire, il n'y a pas de secret. Il faut une informatisation de notre tribunal de commerce. Et le malheur, c'est qu'aujourd'hui, officiellement, le tribunal de commerce est informatisé par deux acteurs majeurs. Il y a la Banque mondiale qui a financé et il y a la BAD qui a financé le même processus d'informatisation. Mais vous allez au tribunal de commerce, rien n'est fait. Donc, encore une fois, je reviens à la question de gouvernance et de volonté politique. Donc, nous savons ce qu'il y a à faire. Les actions sont initiées, mais la réalité sur le terrain, elle est nulle. Donc, le problème, il est là. Je pense qu'il revient au ministre en charge de la justice de taper des points sur la table pour cette question précise du tribunal de commerce. Je ne comprends pas comment, d'abord, deux acteurs majeurs peuvent financer la même activité. Tout a été livré 2 fois, mais c'est quand même toujours pas opérationnel. Donc il y a un problème quelque part. Merci pour cet éclairage. Monsieur Débout, je me tourne vers vous. Le financement constitue une des préoccupations majeures des entrepreneurs en général, des jeunes entreprises en particulier. Et l'un des éléments les plus dissuasifs, c'est le taux d'intérêt bancaire. Je ne dis pas que vous êtes responsable de ça, bien entendu, mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il existe des alternatives à la problématique des taux d'intérêt? Bon, déjà, j'aimerais battre en brèche une idée reçue. Le taux d'intérêt n'est pas le problème du financement. Je disais que le taux d'intérêt n'est pas le problème du financement. Si on prend un exemple théorique, une entreprise qui va chercher à emprunter 50 millions sur 5 ans, ça fait 60 mensualités. On aura une mensualité autour de 1 million et quelques. Si on est à 8%, on sera peut-être à 1 million 15 000. C'est un exemple que j'ai frais que j'ai en tête. Parce que j'ai eu ce débat avec un investisseur donc, qui voulait perdre du temps pour chipoter alors qu'il aurait dû prendre ce temps pour commencer à travailler. À 8%, on serait à 1 million 15 000 par là.
à 10%, vous pensez qu'on serait à combien? À 1,060 000 par là. Donc, souvent, on est en train de s'accouter sur des petits détails. En fait, c'est pas ça l'essentiel. Pour moi, les enjeux sont ailleurs. Si on veut que les financements se déroulent, qu'on puisse délivrer, mais vraiment de manière industrielle, du financement, c'est d'ailleurs ce qu'on recherche. Hein. Moi, en tant que banquier, c'est une entreprise que je gère, j'ai des charges à payer aussi, donc j'aimerais avoir énormément de crédit, hein. J'aimerais bien financer tout le monde, tous les dossiers qui arrivent, mais voilà, après, il faut le vrai problème même aujourd'hui, parce que la banque, elle a travaillé sur elle hein, depuis des années, elle a mis en place des procédures, faciliter des process, tout et tout, mais lorsqu'on nous envoie des dossiers qui sont incomplets, où il n'y a pas de business plan, où il n'y a pas d'apport personnel, où il n'y a pas de garantie, voilà, où on ne comprend rien. Pourtant, hein, les gens, ils ont toujours de super projets, mais là, on ne pourra rien. Donc, le vrai problème, ce n'est pas le taux. D'autre manière, quand on parle de taux d'intérêt, déjà, ça veut dire qu'on a déjà eu l'accord de crédit. Voilà. Donc, le vrai enjeu, c'est comment arriver à avoir des dossiers qui vraiment tiennent la route. Maintenant, pour répondre spécifiquement à la question, hein, j'imagine que la question c'était comment en gros minimiser les coûts financiers. En fait, il ne faut pas chercher toujours à emprunter 100%. Quand on a un projet, il faut trouver aussi des moyens de maximiser son apport personnel, soit avec la famille, soit il faut se renseigner, il y a certains organismes, certains bailleurs qui peuvent apporter des aides, soit sur l'amorçage. Malheureusement, il n'y a pas d'activité de capital amorçage au Mali, mais peut-être pour des jeunes de la diaspora qui ont cet avantage aussi donc d'être à la base en Europe, peut-être qu'ils peuvent trouver des fonds de capital amorçage donc qui pourraient leur permettre donc d'optimiser leur apport et de minimiser l'emprunt bancaire. Donc tout ça, ça permet aussi donc, de réduire la charge financière. Donc globalement, c'est ça, hein, arriver à minimiser plutôt l'emprunt bancaire, donc via des canaux différents hein, pour optimiser son apport initial. Mais le taux d'intérêt, malheureusement, il existera. Hein. je vois le FGSP qui sourit parce que malheureusement aussi, même on trouve des solutions. On va dire, donc on va par exemple nouer un partenariat avec le fonds de garantie, mais la garantie aussi, par exemple, elle est payante. Donc tout ça aussi, ça contribue, mais c'est le jeu. C'est le jeu et il faut l'accepter. Donc le plus important, c'est de pouvoir entreprendre. Merci beaucoup, Monsieur Guédou. Monsieur Kara, quand on parle de financement, j'aimerais savoir, en dehors de la garantie bancaire que vous offrez aux PME et aux entreprises, est-ce qu'il existe d'autres mécanismes innovants en dehors du fonctionnement de la bancaire? Sur la question essentielle du taux d'intérêt, qui est quand même une question très intéressante. En réalité, souvent au Mali, on dit le banquier, on ne prête pas aux gens. On ne prête pas, d'accord. En réalité, le banquier a pour vocation, c'est son métier, il doit prêter. En fait, il doit faire des concours bancaires, sinon il ne survivrait pas. À titre d'exemple, ça ne sert à rien pour une banque, je l'ai répété ici même il n'y a pas très longtemps, le banquier n'a pas intérêt à aller déposer tout son argent au niveau de la banque centrale, c'est un compte non rémunéré. Le banquier a intérêt à faire des placements, on va dire des placements sûrs, c'est-à-dire faire des crédits sûrs. Mais maintenant, le taux d'intérêt, il est fonction de plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il y a le coût de l'argent. Dans notre zone, le coût est assez élevé pour avoir de l'argent. Et ensuite, il y a le risque.
Et pourquoi je parle du taux d'intérêt, c'est que nous, notre but également, nous avons pour vocation de faire baisser ce taux d'intérêt-là. Et ce taux d'intérêt-là, il est facteur du risque que le banquier y prendra. Et si vous bénéficiez de la garantie, vous faites un bon dossier bancal et qui a l'accord du banquier, vous bénéficiez de la garantie du FGSP, ça contribue à atténuer le risque et donc, partant de là, le taux d'intérêt. Et nous, en fait, c'est notre objectif, c'est de faire baisser le taux et que le prêt soit supportable et que vraiment qu'on arrête ces niveaux extraordinaires d'impayés, en fait. Depuis quelque temps, le Mali, il faut le reconnaître, nous sommes toujours bons derniers de la sous-région et ça fait peur et c'est un risque. Comme solution innovante, en fait, nous avons la garantie classique, comme vous l'avez dit. J'ai parlé également de la garantie de portefeuille que nous octroyons aux banques. Et nous sommes en train de tester un nouveau produit et je pense que certainement que certains membres de l'Union des ambassadeurs en ont bénéficié. C'est la promesse de garantie. En fait, lorsque vous avez un bon dossier bancable, vous pouvez vous adresser directement au fonds de garantie pour le secteur privé, envoyer votre dossier, on l'examine, on vous donne la promesse de garantie pour une banque et ça va en fait susciter plus d'intérêt pour le banquier, ça va le reconforter dans sa prise de garantie et il verra avec un autre œil votre dossier. Donc ça, c'est une innovation que nous avons. Et également, Mme Cissé tout à l'heure parlait de la lettre de garantie fournisseur. En fait, ça également, nous avons, c'est un produit qui marche assez bien. C'est-à-dire que lorsque le jeune entrepreneur s'adresse au fonds de garantie pour le secteur privé, il a un fournisseur, nous avons la possibilité de lui octroyer une lettre de garantie. En fait, comme je le disais au début, notre garantie est une garantie financière à première demande, ce qui veut dire que le fournisseur peut ou prendre la garantie, donner le produit à l'entrepreneur, ou alors il a même cette possibilité-là d'aller l'escompter s'il a besoin de trésorerie. Donc ça, c'est des produits innovants. Nous essayons vraiment de jouer pleinement notre rôle pour l'accompagnement, stimuler, dynamiser et contribuer vraiment à l'essor de ces entreprises-là. Juste pour enchaîner là-dessus, complètement base le prix garanti du secteur privé pour octroyer les garanties. Est-ce que les garanties qui vous apportez sont par exemple plafonnées en termes de montants? En fait, la première partie de la question, nous étudions les dossiers comme font. C'est une institution financière. En réalité, nous avons les mêmes règles prudentielles que les banques. Nous avons des règles à respecter. Nous avons des missions de vérification externe comme la commission bancaire, c'est le cas pour les banques. Et donc, on se doit de regarder les dossiers avec attention. Nous disposons également d'outils tels que la centrale des risques, que les banquiers examinent, et le bureau d'information du crédit qu'on regarde également pour savoir si le client est solvable. Donc nous disposons d'outils pour bien analyser. Et nous avons des spécialistes en la matière. Nous étudions les dossiers comme le ferait une banque. En fait, nous avons certes des conditions plus souples. Nous regardons à 2 fois avant d'octroyer, mais cependant, on étudie comme vraiment une banque classique. Donc la seconde partie de votre question, c'était... Pour le plafonnement, il n'y a pas de plafonnement en réalité. Il n'y a pas de plafonnement. À la création, en fait, on avait dit que c'était pour un maximum de 500 millions pour un financement d'1 milliard, c'est-à-dire à 50%. Mais nous sommes revenus sur ça. En fait, c'est les instances de décision par montant. Il n'y a pas de limite en réalité. Voilà. Et comme je l'ai dit, notre but, c'est encore de mieux investir. Et nous avons de la marge. Ce fonds a été vraiment bien doté par les actionnaires, l'État, ses démembrements et les banques qui sont actionnaires également. Merci. Monsieur Touré, j'aimerais savoir, il y a vraiment des dispositifs innovants au sein de la BI Mali. Est-ce qu'il est imaginable qu'un hub ou qu'un guichet unique soit dédié à la diaspora, à l'image du Women Business Center que vous avez souhaité? Oui, après, dans l'absolu, oui. Il est tout à fait envisageable à terme d'avoir un guichet dédié à la diaspora. Aujourd'hui, notre organisation nous permet d'absorber
le volume d'activité qui, même si il progresse, c'est contenu, on arrive à gérer. Mais par rapport à la diaspora, ce que nous essayons de développer aujourd'hui et qui me paraît être la chose la plus pertinente et peut-être la plus facile à implémenter, c'est d'utiliser nos ambassades et consulats à travers le monde. Donc c'est d'utiliser nos ambassades et consulats à travers le monde afin qu'ils soient nos bras, nos prolongements de l'API. Et ça permet d'être beaucoup plus proche de la diaspora. Et pour ça, nous avons initié depuis 2 ans une campagne de renforcement de capacité de nos interlocuteurs. Nous avons réuni, par exemple pour la zone Europe, il y a 2 ans, nous avons réuni tous les conseillers économiques des ambassades du Mali en Europe et nous avons passé 3 jours de formation ensemble et leur présenter notre stratégie de promotion, les outils disponibles, leur mettre à disposition ces outils-là, échanger avec eux sur leurs besoins, les problématiques, ainsi de suite. Et cette activité, nous continuons. Cette année, nous n'avons pas pu la tenir à cause de la Covid, mais nous avions prévu pour la zone Asie, Moyen-Orient. Nous espérons pouvoir faire ça l'année prochaine. Et donc voilà, je pense que la première opportunité, c'est de se rapprocher davantage de la diaspora, donc à travers nos ambassades, et de, là encore une fois, tout simplement rendre disponibles toutes les informations sur les acteurs, sur les dispositifs qui sont méconnus. Là, je vais conclure, même au niveau local, le code des investissements, il est peu connu des investisseurs locaux même. Il y a beaucoup d'investisseurs privés maliens qui investissent tous les jours des centaines de millions, mais qui ne savent même pas qu'il y a un code des investissements qui est disponible, et qui est leur droit, parce que c'est une loi. Donc ils ne le savent pas. Donc ça, c'est vraiment des points d'amélioration aussi simples que ça. Et envers la diaspora, ça reste valable. Merci à tous pour cet éclairage. On va passer aux questions. Alia. Alors, une première question pour M. Habib Bledou. Les entrepreneurs prennent des risques calculés pour démarrer leur projet. Quelle est la part des banques? Sont-ils prêts à prendre des risques pour des projets impactants? Quand il s'agit de prêter de l'argent à des entrepreneurs, ils demandent tous un tas de garanties pour garantir leur propre sécurité. Très intéressante. Les banques partagent le risque avec le client. En fait, quand on demande sur un dossier, quand on demande au client de faire un apport de 30%, donc la banque prend 70%, ça veut dire que quelque part, on partage le risque. Souvent même, on prend 100% du risque parce que celui qui prend le risque, c'est celui qui donne de l'argent. Donc, on ne peut pas dire que les banquiers ne prennent pas de risque. Évidemment, le banquier va mitiger son risque en prenant des garanties. Ça peut être une garantie financière, donc comme on l'a évoqué avec le fonds de garantie du secteur privé. Ça peut être une hypothèque, ça peut être des nantissements. Voilà. Mais après, ce qu'on oublie, le banquier ne prête pas pour aller recouvrer. Le banquier, il prête pour que le client puisse se développer, travailler et lui rembourser, de telle sorte qu'il puisse encore prêter à un autre client, qui puisse aussi faire aussi des revenus pour pouvoir aussi rémunérer l'argent que lui-même a reçu pour prêter. Parce qu'on a tendance à croire que l'argent de la banque appartient à la banque. J'aurais bien voulu avoir cet argent pour moi, mais ce n'est pas mon argent. C'est l'argent des contribuables, c'est l'argent de la Banque centrale, c'est l'argent des institutionnels.
Donc, en bon père de famille, c'est normal qu'on demande des garanties. Mais en tout état de cause, on ne peut pas dire qu'on ne prend pas le risque. C'est nous qui prenons le maximum de risques. Et comment En fait, je pense que comment bénéficier de la garantie, c'est bien ça? Oui. D'accord, merci madame. En fait, comme je le disais tantôt, pour la garantie classique, en fait, le client ne peut pas nous saisir directement, le client passe par sa banque. En fait, le client fait une demande de concours auprès de sa banque et peut demander à sa banque de solliciter le fonds de l'EFGSP pour bénéficier de cette garantie-là, ou alors la banque elle-même peut demander au client si elle peut solliciter la garantie du fonds du FGSP. Pour les autres garanties, la garantie de portefeuille, ça c'est un produit qu'on traite directement avec ça, on voit ça avec les banques directement. La lettre de crédit fournisseur, la lettre de garantie pour les fournisseurs, ça effectivement on peut nous saisir directement. Et là, le dossier est monté et envoyé directement pour bénéficier de la garantie du FGSP. Voilà. Merci. C'est vrai, il y a eu au début de la crise sanitaire, c'est vrai, il y a eu une annonce présidentielle pour une dotation exceptionnelle de 20 milliards. Mais comme nous le savons tous, cette dotation a mis beaucoup de temps. Et c'est seulement la semaine dernière que nous avons commencé à recevoir les fonds. En fait, ce fonds, il va être placé dans les banques et nous allons faire de la garantie avec les banques. Cependant, la couverture, elle va être plus importante, c'est-à-dire que nous allons garantir à hauteur de 80% les entreprises en difficulté, les entreprises en cessation d'activité, pour qu'elles puissent vraiment traverser cette crise-là et reprendre les activités à la fin. Donc le dispositif, il est en place. Il y a eu beaucoup de problèmes, comme on le sait tous au Mali. En dehors de il y a eu en dehors de la crise sanitaire, nous avons connu d'autres problèmes qui ont vraiment retardé la mise en place de ce dispositif-là. Nous avons signé des lignes de garantie de portefeuille avec les banques. Ça, nous avons déjà des conventions signées avec 4 banques de la place. Cependant, nous avons un dispositif qui est ouvert également à l'ensemble aux 14 banques de la place. Donc, il y a ces deux volets-là. On peut demander également directement au fonds de garantie la promesse de garantie que nous octroyons également dans le cadre de ce dispositif. Il est prévu pour ce dispositif-là, spécialement pour ce fonds-là, vraiment de faire des concours avec l'aide des banques à des taux préférentiels. Les taux préférentiels, cela veut dire que nous allons faire des dépôts de confort dans ces banques-là, dans ces institutions-là, les aider également à faire baisser le taux. Et nous, de notre côté aussi, la garantie, comme l'avait dit le DG de la Banque Atlantique, la garantie, elle est certes payante, mais elle sera quasiment gratuite, on va dire. Évidemment, évidemment, comme tout client. Mais comme je l'ai dit tantôt, en fait, il va falloir s'adresser à sa banque. En réalité, ce dispositif-là, puisque nous ne faisons plus le financement direct, et donc vous êtes obligé de passer par votre banque. Mais cependant, les conditions ne seront pas les mêmes. Les conditions seront beaucoup plus souples. En réalité, vous bénéficiez déjà, dès le début, 80%, vous êtes couvert, le prêt est couvert à 80%, à des taux préférentiels. Donc, nous incitons et nous savons que les banques vont jouer le jeu parce qu'il y a beaucoup d'entreprises en difficulté, beaucoup de secteurs sinistrés. Nous avons recensé beaucoup de demandes. Nous savons également que on va dire le patronat, que ce soit le patronat, la chambre de commerce ou les banques ont enregistré beaucoup de demandes, mais le fonds n'était pas encore en place, d'où l'impossibilité de démarrer. Par rapport à la question qui vient d'être posée, tout à l'heure, M. Soukouna demandait un petit peu quelles sont nos attentes. Donc, du coup, je vais rebondir dessus sur cette question. C'est qu'en réalité, on a pointé du doigt et on essaye ensemble aujourd'hui de répondre aux difficultés pour l'accès au financement, etc. Sachant que déjà, pour les porteurs de projets, il n'est pas si évident de trouver le moyen d'être financé. Là, il s'agit de projets. Et lorsque les entrepreneurs se trouvent en situation de crise, que pendant plusieurs mois, ils n'ont pas eu d'activité, etc., ils cherchent à uniquement survivre,
De quelle manière est-ce qu'ils peuvent en réalité vous donner des gages de confiance pour que vous puissiez leur prêter dans un premier temps pour pallier à cette crise? Pour nous, c'est un petit peu difficile de demander un emprunt, en fait, sachant qu'à la base, pour nos propres projets, c'est déjà difficile. L'accès à l'emprunt, c'est déjà difficile. Et là, on va demander un emprunt pour pallier à une crise. Donc, c'est un petit peu une crise de pallier à une crise par une autre crise. Parce qu'à la sortie, on aura des échéances qu'on va devoir rembourser et on ne sera plus solvable pour d'autres emprunts, pour l'évolution et des différents projets et le passage à échelle supérieure. Donc, je rebondis du coup à la salle qui avait demandé par rapport à nos attentes. Typiquement, dans ce type de dispositif, l'Union des ambassadeurs intervient à ce niveau-là et aimerait pouvoir intervenir à la conception de ces dispositifs, à la source, pour qu'on puisse les penser ensemble et qu'ils puissent faire face réellement à nos réalités sur le terrain, qu'ils puissent nous ressembler et répondre aux problèmes que nous rencontrons tous en tant qu'entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, cette garantie de prêt, c'est une chance, mais ce serait une chance pour le fait que ça coûte 80%. Par exemple, à la sortie de la crise, on se dit qu'on va lancer un nouveau service dans notre entreprise, ça peut beaucoup nous aider. Mais c'est vrai que là, si tout de suite, ça y est, depuis une semaine, le fonds est disponible, on venait à utiliser cette garantie-là pour prendre un prêt pour pallier ces quasiment 7 mois d'activité difficile, et qu'ensuite, on venait à de nouveau vouloir de la tête supérieure, on sera plus solvable. On le sait. Donc, du coup, il faudrait qu'on puisse essayer, donc ça fait vraiment partie de nos attentes, de travailler ensemble sur ces questions-là dès le départ pour qu'elles puissent réellement répondre. On est sur le terrain autour de nos entrepreneurs, on cherche à répondre à leurs attentes et à des pistes de réflexion et de solutions pour aller vers une meilleure émergence. D'accord, merci. Je pense la réponse de Diane. Dans ce contexte de Covid, je veux juste rappeler que les banques, l'ensemble des banques s'est engagé avec la Banque centrale à reporter toutes les échéances de crédit pendant 3 mois. Et c'est d'ailleurs 2 fois 3 mois. C'est-à-dire lorsque la crise est survenue et que tous les indicateurs commençaient à être rouges, donc la Banque centrale a décidé donc d'accompagner le secteur bancaire pour mettre en place un dispositif de report. Et aujourd'hui, ce dispositif, il fonctionne. On a rendez-vous d'ailleurs le 22 décembre avec le directeur national de la Banque centrale. Donc ce sera l'occasion de faire le bilan de ces 6 mois. Mais je peux vous assurer que de nombreuses entreprises qui ont sollicité ce report d'échéance, voilà. Et c'était automatique. Dès qu'on recevait le dossier, on jouait le jeu. Dès qu'on recevait, on reportait les échéances de 3 mois. Au bout de 3 mois, le client avait aussi encore l'opportunité de reporter. Donc peut-être que le 22, nous allons encore décider de le reporter encore pour 2 fois 3 mois. Donc c'est pour dire que, évidemment, les banques ont freiné un peu le crédit dans cette période, c'est une réalité, mais en même temps, les entreprises avaient une flexibilité parce qu'elles ne payaient plus les échéances des crédits. Voilà. Juste pour terminer, ce que le ministre a oublié de dire, c'est que le report est gratuit. En réalité, il n'y a pas de frais. Et même lorsque le fonds garantit, lorsque nous avons garanti ces prêts-là, lorsque nous garantissons ces prêts-là, et qu'on nous demande le report d'échéance, on fait le report gratuitement également. Donc ça veut dire que nous avons quand même contribué, nous contribuons toujours à faire passer, pour passer ce cap vraiment de la crise. Mais je veux dire, juste pour conclure, avec l'Union des ambassadeurs et la Banque Atlantique, pourquoi pas, c'est vraiment de s'asseoir autour d'une table et de voir dans quelle mesure on pourrait avoir un partenariat, faire une convention et un partenariat, voir les termes, pour que la procédure soit plus allégée et que vous ayez moins de contraintes et plus accès au crédit. Ça, je pense qu'on pourra le faire ensemble et nous sommes disposés à le faire parce que c'est notre rôle. Merci. Merci beaucoup, cher Henri-Lise. Merci, cher
chers panélistes pour ces interventions de qualité. Ça finit sur une note d'espoir pour l'Union des ambassadeurs, ses adhérents et les jeunes entrepreneurs en particulier. Nous vous remercions sincèrement pour ces échanges qui ont été instructifs pour tout un chacun. Nous avons des transformations récentes comme la mise à disposition des fonds Covid, donc puisque le vent du monde se bousculer. Merci à Mme Cissé, M. Guélou, M. Touré et M. Galin. Donc je vous invite à applaudir nos excellents panélistes.